Donc on redémarre l'après-midi. On accueille maintenant Romain Landriot. Romain Landriot de Fondasol. Romain, il est ingénieur en génie civil. Après quelques années passées en tant qu'ingénieur méthode et BIM sur des projets d'ouvrages d'art, il a rejoint Fondasol pour développer la maquette numérique de l'existant et du sous-sol. Bonjour à tous. Bon, donc j'ai la lourde charge 14 heures d'essayer de redynamiser un petit peu tout le monde après la pause digestive. Donc effectivement, moi j'ai rejoint les équipes de Fondasol en 2021 avec un pari un petit peu ambitieux qui était de faire porter la maquette numérique dans tout ce qui est sous-sol, tout ce qui est conception géotechnique. Je suis rattaché à Ecartip, groupe Fondasol, qui est une filiale de Fondasol, qui est plutôt, elle, spécialisée, on va dire, sur l'acquisition de l'existant, donc modèle numérique de terrain, acquisition par nuage de points, etc., etc. Et pourquoi je vous dis ça maintenant? C'est parce qu'on va voir au fur et à mesure de la présentation que les deux vont être liés entre l'existant, donc le sursol, et le sous-sol, avec notamment tout ce que fait Fondasol. Ma présentation, elle a pour but de vous éveiller sur ce qu'est la maquette numérique et ce que sont que les process BIM. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour arriver à quelque chose de complet, en tout cas au niveau de la chaîne de valeur. On en est tous conscients. Ce qui est bien, c'est qu'avec tout ce qu'on a pu voir comme présentation ce matin sur la structuration de la donnée, on sent que l'énergie y est mise, en tout cas. Et là, je vais essayer de vous montrer des exemples un petit peu pratico-pratiques qu'on a pu rencontrer sur deux projets que j'ai essayé de cibler. Donc ça, c'est ce que vous avez vu un petit peu ce matin avec mes deux collègues Alexandre et Elodie. Donc sur la valorisation et cette chaîne de valeur pour la donnée, pour la structuration de la donnée, c'est l'incontournable. C'est-à-dire que si nous, après, derrière, on veut réaliser et s'insérer dans un processus BIM, il nous faut effectivement de la donnée qui soit structurée, qui soit intelligible. Pourquoi? Parce que derrière, on va proposer des modèles qui vont permettre de pouvoir y accéder à cette donnée. Donc on est dans une certaine forme de vulgarisation de la donnée pour que les différentes parties prenantes puissent comprendre ce que fait l'autre personne qui travaille avec lui et qui n'est pas forcément sachante dans le domaine. Donc, effectivement, on va s'intéresser sur la gestion des ouvrages et sur la construction, donc visualiser en 3D, décider et collaborer, notamment avec de la synthèse. Donc, deux projets pour l'introduction, et donc ça, ce sont deux projets qui vont nous suivre tout le long de la présentation. Donc, un projet de la déviation de Jargeau, donc le partie section franchissement de la Loire, donc qui est une section de 4 km de long, qui comprend 3 ouvrages d'art, dont un de 570 mètres de long. Donc là, on a une mission, en tout cas chez Ecartip Groupe Fondasol, de BIM Management. Pourquoi je parle un petit peu de BIM Management? On le verra aussi après, mais on est dans une certaine forme de structuration de la donnée par le BIM Management. C'est important puisqu'on va gérer plusieurs parties prenantes qui vont dialoguer ensemble. Donc on réalise une convention BIM. Donc là, on a eu la mission aussi d'intégrer toute la donnée géotechnique, donc tous les sondages sur des zones un petit peu problématiques, notamment karstiques, la modélisation des ouvrages géotechniques type pale-planche et aussi tous les ouvrages d'art. Donc ce projet-là, je vous en parlerai plus en tant qu'exemple de gestion de projet BIM. Et puis après, pour un exemple plutôt modélisation d'Exé, donc la 57, axe Nice-Toulon. Donc la maîtrise d'ouvrage, c'est Vinci Autoroute. Pour une maîtrise d'œuvre, donc Syntec International et une entreprise générale qui est menée par le groupement NGE. Donc nous, on est sous-traitant, là pour le coup, de NGE Fondation, et on les appuie pour toute la partie modélisation des ouvrages géotechniques. Et on verra justement avec cet exemple-là comment on s'insère dans un processus BIM. Je vous fais un bref récapitulatif de ce que c'est que la maquette numérique, ce que c'est que le processus BIM. Donc,
BIM, Building Information Modeling. Alors il y en a plein qui ne sont pas forcément d'accord maintenant sur cet acronyme. Ce qu'il faut en tout cas retenir, c'est le concept d'une sorte de trio qui est une maquette numérique, donc qui est une représentation graphique 3D qui va supporter toutes les caractéristiques géométriques du projet. Associé à ce processus BIM, on va avoir des méthodes de travail, donc via un établissement de process pour venir modéliser, pour venir déposer ces modèles sur un environnement commun de données. Et enfin, un troisième volet qui est justement la gestion et la coordination de tous ces modèles-là. Si vous voulez, si on fait un peu un parallèle, c'est comme si on essayait de faire dialoguer sur un même projet 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes qui ne parlent pas du tout le même langage ou la même langue, et que la maquette numérique, le BIM, le processus BIM, c'était un peu l'espéranto. Voilà. L'idée, c'est que chacun, même s'il n'est pas sachant dans le domaine de l'autre, puisse comprendre, récupérer l'information pour pouvoir la digérer et ensuite continuer sa conception avec son propre modèle. Ce qui est intéressant avec une démarche BIM, c'est que l'usage veut que l'on construise numériquement avant de construire en réel. Pourquoi? Parce qu'effectivement, donc comme on le voit avec la courbe là, de McLamy, où l'idée c'est suivant, alors vous avez en abscisse les phases et en ordonnée coût et effort, l'idée c'est donc de montrer qu'avec un processus BIM, toute la partie gestion des classes, gestion des erreurs, revenir sur une conception en amont, en phase DCE ou en phase APD, ça sera moins coûteux, il y aura moins d'efforts que si on fait ça en phase exé. Typiquement, parce que je viens un petit peu du domaine du bâtiment aussi, c'est l'exemple même d'une réservation que vous avez dans un bâtiment qui a été mal géré et que vous avez votre plombier qui dit moi à cet endroit-là je dois avoir mon tuyau qui passe alors que la réservation est 10 cm à côté. Donc ça veut dire qu'il faut revenir, intervenir, refaire la réservation, refaire le trou, etc. Donc on est sur une gestion du coût et de l'effort qui est importante, alors qu'on aurait pu l'anticiper en amont sur la phase de conception. Et c'est ce qui est possible de faire avec la maquette numérique en phase conception. Donc c'est une démarche aussi qui est portée par l'État. Tiens, les textes... Hop là, voilà. Donc c'est une démarche qui est portée par l'État, donc notamment avec le plan BIM 2022 et par le plan de transition numérique dans le bâtiment. Ce qu'il faut savoir, c'est que les processus BIM, alors aujourd'hui en France on est encore un petit peu à l'abri sur les marchés publics, mais que ce soit au Royaume-Uni ou en Angleterre par exemple, pour tous les marchés publics, il est obligatoire de répondre sous processus BIM. Donc ça va venir chez nous, donc c'est pour ça qu'il faut s'y préparer et c'est pour ça notamment que j'ai voulu participer et que Lucas m'a invité, c'est justement pour vous éveiller à ce tournant qu'il va falloir prendre. Alors le BIM Infra, on va voir que ça fait quelques années maintenant qu'il commence à s'implanter, mais c'est encore un petit peu difficile. Le BIM pour le bâtiment, en tout cas, a été implanté depuis 2015, même si ça fait depuis 1970 qu'il y a eu des réflexions sur la structuration de la donnée associée avec de la géométrie. Ça, ce sont des démarches qui ont été notamment très accélérées par Building Smart quand il a proposé ce qu'on appelle l'IFC, donc on a évoqué ce matin avec Michael et le projet Mind. Ça a très bien fonctionné pour le bâtiment. Pour les infrastructures, c'est un petit peu plus compliqué. Depuis 2018, et justement avec le projet Mind, ça commence à s'accélérer de par de nouvelles normes IFC qui vont nous permettre de venir intégrer les caractéristiques géométriques des ouvrages linéaires, des tunnels, des ouvrages d'art, ce qu'on n'avait pas forcément avant.
Et notamment, je vous renvoie au projet GT1.5 de Mine. Je vous ai mis sur le côté, là-bas, un graphique qui est gage d'espoir. En fait, si vous voulez, vous avez 3 colonnes avec le niveau d'engagement dans la maquette numérique, dans le processus BIM, associé soit au bâtiment, soit à l'infrastructure. Et on voit que lorsque le niveau d'engagement est très fort, en tout cas en amont dans la partie bâtiment, il le devient ensuite pour toute la partie infrastructure. Donc en France, c'est en train de se mettre en place. Je pense que d'ici 3-4 ans, on va avoir vraiment une façon de faire, une façon de s'organiser, en tout cas au niveau des projets linéaires et d'infrastructures, beaucoup plus pérenne pour pouvoir proposer de travailler en processus BIM. Donc qui dit BIM infra, dit BIM géotechnique forcément après derrière, puisque les deux sont quand même assez liés. Et l'idée derrière, ça va être de centraliser donc la donnée. Pour centraliser la donnée, il nous faut des process. Donc on a besoin d'un management de projet. Ça passe par 4 programmes, 4 documents qui sont mis en place. Alors d'un côté, au niveau stratégie, et de l'autre côté, plutôt opérationnel, où donc on a la maîtrise d'ouvrage qui va avoir ses volontés sur sa charte BIM, sur son cahier des charges BIM. Et du côté opérationnel, la façon dont on traduit la volonté du client par tous les process qu'on va mettre en place pour monter les différentes maquettes numériques. Un des exemples que l'on peut voir, donc là c'est sur le projet de Jargeau, ça va être la structuration géographique déjà dans un premier temps des différents ouvrages, des différents modèles. Donc avec les différents rétablissements de voirie, les ouvrages d'art, etc., etc. Et en fait, dans chaque partition de ces maquettes numériques-là, on va retrouver des sous-classes qui vont avoir attrait, par exemple, aux ouvrages géotechniques, ou avoir attrait au marquage au sol, ou avoir attrait au réseau enterré, etc., etc. Et on va venir compiler tout ça dans un même environnement commun de données. Donc l'environnement commun de données, c'est celui-ci, c'est-à-dire qu'on va pouvoir agréger de la donnée donc, de conception, notamment les notes de calcul, etc., etc. La donnée topographique, que l'on va pouvoir acquérir depuis des nuages de points, depuis des modèles numériques de terrain, et notamment toute la partie ouvrage existant et ouvrage ensuite de conception, pour que tout le monde puisse visualiser le projet dans lequel chacun s'insère. Donc ça, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, il y a plein de plateformes qui permettent de le faire, qui sont connectées, où chacun vient déposer son modèle. Alors, nous, on utilise beaucoup Trimble Connect. D'autres utilisent BIMsync, etc., etc. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. L'idée fondamentale là-dedans, c'est que chacun vient déposer ses modèles sous format IFC et via cette plateforme web de pouvoir les consulter en temps réel. Donc ça peut donner un exemple comme celui-ci. Donc là, on est sur l'A57 où vous retrouvez tous les différents modèles qui ont pu être mis dans une plateforme, donc sur Trimble Connect, qu'on a ensuite téléchargé dans nos outils de conception, par exemple. Donc là, on est sur Revit, donc on a téléchargé tous les modèles IFC qu'on a mis dans notre logiciel de conception pour venir réaliser notamment les parois clouées. On a on avait fait une campagne de modélisation de tous les PS existants depuis plan. C'est notamment super intéressant quand on va être sur de la paroi clouée, de connaître les fondations de nos ouvrages pour éviter de rentrer en clash avec eux. On va pouvoir rajouter du coup toute la partie projet, que ce soit au niveau des ouvrages d'art, que ce soit au niveau aussi du modèle numérique de terrain. On va pouvoir utiliser le modèle numérique de terrain et puis ensuite faire nos pistes plateformes pour pouvoir insérer ensuite nos projets. Donc là, c'est notamment pour un bassin de rétention d'eau, purement génie civil.
Et donc on avait besoin de faire une plateforme à cet endroit-là avec l'autoroute qui est juste à côté. Et ça prend tout son sens, ce genre de méthode-là, quand on est sur des projets où il y a énormément de données géométriques, quand on est dans un contexte urbain aussi important que sur la 57 au niveau de Toulon. Il est extrêmement pertinent, en tout cas, de faire appel à ce genre de méthode-là pour ne pas louper quelque chose. On y a intégré notamment, alors on n'était pas encore passé, parce qu'on travaille avec SoilCloud, on n'était pas encore passé par les API qui ont été développées par SoilCloud pour les mettre sur Revit. Il faudra qu'on les essaye la prochaine fois avec Lucas. Donc là, on les avait, pour l'exercice, on les avait en toute transparence, rentrés à la main pour l'instant. Mais ça permet tout de suite de visualiser, en tout cas facilement, toutes les données qui sont attraits à notre projet. Un autre exemple, donc là sur la déviation de Jargeau, donc là on a travaillé sur toute la partie insertion génie civil de l'ouvrage d'art sur la Loire, donc celui qui fait 570 mètres de long. Donc donc on avait fait une campagne avec Ecartype Groupe Fondasol de venir faire du vol lidar pour réaliser le modèle numérique de terrain. Et ensuite faire toute la modélisation de l'ouvrage d'art, des fondations et notamment de toute l'insertion pale-planche. Et de voir justement si nos modèles corrèlent bien avec, entre les différentes parties prenantes, puisque entre le génie civiliste et celui qui va faire les fondations, des fois il peut y avoir des loupés. Ça nous permet de tout de suite les voir. Donc, conception des ouvrages géotechniques sous processus BIM. Alors, rapidement, voilà comment on réalise, par exemple, une paroi clouée. Donc, on va venir récupérer les modèles numériques de terrain, faire notre projet de terrassement, sortir forcément un plan, mettre ce modèle numérique de terrain dans l'environnement commun de données, donner ça au génie civiliste pour qu'il puisse regarder au regard de ce qu'il a réalisé en conception, si ça fonctionne bien au niveau du terrassement pour lui. On va récupérer ensuite la donnée de notre future paroi, que l'on voit en jaune, et que l'on va récupérer pour la traduire ensuite dans nos modèles de conception. Donc c'est ce qu'on voit après sur le côté. Donc là on est simplement sur un maillage sur lequel après on va venir extruder notre profil que l'on a déterminé précédemment. Et ce qui est intéressant après derrière, c'est de mettre tout ça en exergue avec ce qu'il y a autour du projet, et notamment là avec un réseau fibré par exemple qui passait en plein milieu de notre paroi clouée, et on a tout de suite anticipé sur la conception pour venir notamment azimuter certains de ces clous. Encore un autre exemple avec un ouvrage hydraulique. Donc là, pareil, c'est le même exercice. Et en tout cas, ça nous permet de voir très facilement là où il peut y avoir des problèmes. Et après, derrière, pareil, comme c'est un modèle numérique, donc une maquette numérique, on va pouvoir en sortir des plans, des quantitatifs, et qui seront directement mis à disposition à nos conducteurs travaux et opérationnels sur chantier. Pareil, on va pouvoir sortir, c'est ce que je vous disais, les quantitatifs et aussi les polylignes qui vont servir pour l'implantation par les géomètres des différentes parois. Même exercice avec des parois berlinoises où depuis le modèle numérique de terrain, on est capable, depuis le modèle de maquette numérique, on est capable de sortir tout le listing des micropieux que l'on va mettre en place, et proposer ça directement à notre conducteur travaux pour qu'il puisse faire ses commandes.
Dernière partie, donc mobiliser l'intelligence collaborative du BIM chez Fondasol. Donc ça, c'est ce vers quoi on aimerait tendre au fur et à mesure, puisqu'on voit qu'il y a énormément de possibilités. Quand on regarde un petit peu cette chaîne de valeur qu'on avait vue avec Elodie et Alexandre, effectivement, donc quand on arrive sur les dernières phases, quand on est sur du dimensionnement, on va pouvoir intégrer les différentes données de dimensionnement dans nos ouvrages, que ce soit par exemple la classe de béton ou les autres caractéristiques qui nous semblent pertinentes. Donc on est sur une recherche, on va dire, de transformer la donnée que l'on a depuis nos logiciels de calcul pour les basculer ensuite dans des modèles numériques. Pour que, donc là c'est ce que vous voyez, hein, donc on est en train de se constituer notre bibliothèque d'objets sur laquelle l'idée c'est de faire dialoguer la donnée de conception pour la mettre dans les modèles numériques pour qu'ils puissent être accessibles ensuite à n'importe qui. En conclusion, donc on est sur une augmentation des marchés qui demandent de la maquette numérique. On est à peu près à plus 8% par rapport à l'année dernière, encore. L'intérêt du BIM, c'est d'avoir une analyse, on va dire, systémique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre en compte, comme vous l'avez vu tout à l'heure, toutes les contraintes globales de notre projet et donc d'éviter d'avoir un loupé. Et enfin, donc, la même conclusion que mes collègues nous vous ont donné tout à l'heure, c'est effectivement de forcer les gens à travailler en mode projet. Et le but, c'est effectivement de remettre nos métiers au cœur des décisions stratégiques de conception et de prise de risque. Parce que comme on a pu le voir tout à l'heure, effectivement, avec une paroi clouée, sur un réseau gaz ou sur un réseau d'eau, ça peut vite devenir dommageable. Avec ce genre de méthode-là, on se soustrait à ce genre de problème. Je vous remercie.